Il n'est pas rare d'apercevoir un cerf ou une biche dans les phares quand on circule la nuit, en voiture, en forêt. Mais pour les citadins, le plus facile, c'est de venir dans un endroit privilégié comme ce parc animalier, l'espace Rambouillet. Là, 120 animaux circulent dans 200 hectares et on peut les approcher de très près. Ce n'est plus du tout la même chose lorsqu'il s'agit de suivre une chasse à courre. Il faut parfois plusieurs sorties pour apercevoir le cerf ou même simplement la meute. C'est dans une des plus belles futaies d'Europe, la forêt de Bercé, et autour du château familial, que découple l'équipage Champchevrier. Reconstitué en 1810 pour forcer le loup, c'est probablement le plus ancien équipage de notre pays. Aujourd'hui, il chasse exclusivement le cerf. À noter que tous les trophées font l'objet d'une étude scientifique menée par l'université de Tours. Les visiteurs du château ne manquent pas de passer voir les écuries et surtout le chenil. Avec un peu de chance, on peut assister en été à un spectacle étonnant. La promenade des chiens du samedi matin. À elle seule, la meute est un véritable monument. Elle est constituée de grands tricolores anglo-français et ne compte pas moins de 150 sujets, une cinquantaine de jeunes, ceux qui sortent à pied autour de Jacques Bizard, le maître d'équipage, et une centaine d'adultes. C'est le chien type de la chasse à courre du cerf. Les chiens courants sont des chiens d'ordre et cette sortie sert d'abord à le leur apprendre. Gros ormeaux, hop, hop, gros ormeaux, hop. Les grands chiens ont besoin de dépenser leur énergie pendant la morte saison, au printemps et en été. Cette balade de 15 à 20 km sera menée plus rapidement à l'approche de la saison de chasse pour devenir un véritable entraînement. Dans la moitié des cas, le cerf se réfugie dans un étang ou un marais au moment de la lalie et les chiens doivent être habitués à aller à l'eau. La meute chasse par moitié 2 fois par semaine. Au total, avec les jeunes, les chiens mangent près de 100 kg de nourriture par jour. Pour l'essentiel, des céréales et des carcasses de poules. L'équilibre alimentaire est assuré par un apport d'aliments secs haute énergie. Un apport de sang de loup a donné quelques sujets exceptionnels comme Jupiter et Junon. Bien entendu, il faut des chiots pour renouveler l'effectif. Et c'est tout un art de gérer les naissances quand certaines chiennes font 15 à 20 chiots. Elle nous a fait donc 2 mâles et 6 femelles. On lui a gardé 2 mâles et 2 femelles. Et 2 jours après, il y a la première chienne qu'on a vue, Ninon, Kamiba, qui a fait une très grosse portée de 16 chiots. Et donc on lui a gardé 6 mâles et une femelle. Et on a risqué de lui mettre 2 femelles à Juvati. Mais bon, ça réussit pas, ça marche pas tous les coups. Il y a des chiennes qui les acceptent et il y a des chiennes qui n'acceptent pas. Mais là, ça a bien marché. Le renom de la forêt de Bercé tient à ses grandes futaies, plantées à l'initiative de Colbert, le ministre de Louis XIV. C'est un chêne rouvre, hein, qui est rare par son âge parce qu'il a plus de 370 ans.
Et puis par ses dimensions, c'est un arbre qui fait plus de 40 mètres de haut, dont le diamètre est d'environ 1 mètre, et rare par son utilisation. Il servira à faire, je le lui souhaite, de grands fûts de Bordeaux. Il terminera sa carrière comme ça. La fonction première du massif qui est géré par l'Office des forêts est de produire du chêne de qualité. Le chêne de qualité peut, dans cette parcelle en particulier, atteindre des valeurs jusqu'à 8 voire 10 000 francs le mètre cube sur pied. C'est très important au niveau économique. Sur le massif entier, sur les 5400 hectares, on doit sortir annuellement environ 40 000 mètres cubes de bois. Confié à l'ONF, la gestion de la forêt est un travail de longue haleine puisqu'il faut sélectionner les arbres pendant 150 ou 200 ans avant de pouvoir récolter un grand chêne ou un beau hêtre comme ce sujet. Voilà ce qui se fait de mieux comme production de bois. Il produit du bois, mais il héberge aussi des populations d'animaux, et donc il est important de rechercher continuellement l'équilibre entre les niveaux de population et la capacité d'accueil du massif, justement pour ne pas hypothéquer la production de bois. Ce qui se fait très vite, dès que la population est surabondante, elle consomme trop de végétaux et la production de ligneux diminue. On peut voir des parcelles de plusieurs hectares où tous les arbres sont abrutis et n'atteignent pas 1 mètre au lieu de 4-5 mètres de haut. Et les cervidés s'attaquent aussi aux cultures et aux prairies. Les plus exposés sont les riverains de la forêt. C'est un plaisir de voir du grand gibier, mais dans certaines mesures. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on arrêtait pour voir un cerf, une biche ou des chevreuils. Aujourd'hui, on dit tiens, il y en a encore ici. Parce qu'on en voit vraiment de plus en plus et partout. Dans des zones où on ne voyait pas de grands gibiers, aujourd'hui, on en trouve partout. Il y a des dégâts importants dans les cultures. On est obligé de mettre des clôtures, faire expertiser, et malgré les clôtures, on a quand même des dégâts de gros gibier, des dégâts qui sont tous les ans un peu plus importants. Non mais c'est gentil de votre part, enfin, je vous dirais que j'en nourris un petit peu. Hein. Bon, non mais... C'est pas mal parce que c'est modeste. Bon, bah, si vous leur c'est de bon cœur, la part de la chasse à course et tout l'ensemble des chasseurs. Je me souviens plus de votre... Le maître d'équipage fait distribuer la venaison des animaux de chasse pour maintenir des rapports cordiaux avec les riverains de la forêt. En effet, rien n'est prévu pour les dégâts forestiers, et si dans les cultures, les dégâts de gibier sont indemnisés par l'Office national de la chasse sur des fonds issus des cotisations versées par les chasseurs, les agriculteurs doivent souvent attendre plus d'1 an leur remboursement. Il faut dire qu'en 1998, la facture s'est élevée à près de 30 millions de francs rien que pour les cervidés. Même quand les vaches sont à l'étable, l'herbe est tondue à ras dans les prairies bordant la forêt. La nuit, les cervidés arrivent en grand nombre et se sentent chez eux. À tel point qu'un éleveur ou son maçon nous a offert un spectacle pittoresque mais édifiant. Pour protéger du piétinement la dalle de ciment frais d'une remise à fourrage en construction, il a dû courser les biches en voiture plus d'une dizaine de minutes avant qu'elles acceptent de sauter la clôture. Après avoir passé la nuit dans les prés, les cervidés retournent au bois. On dit en termes de vénerie, après le gagnage, les grandes pattes se sont rembuchées. La journée de chasse débute aux premières lueurs du jour. Accompagné d'un veneur, un limier fait le bois. Ce chien, doué d'une grande finesse de nez, cherche les passages des grands animaux. La forme des empreintes permet aux chasseurs d'estimer l'âge et le sexe des cervidés entrés dans l'enceinte. Pour marquer le passage du gibier, on pose au bord de la route quelques branches, c'est la brisée. Voilà. Champchevrier a invité un autre équipage, le rallye Saut du Cerf. Au total, la passion de la nature, du sport et de la chasse a rassemblé 250 à 300 personnes, 60 chiens et 50 chevaux pour cette belle journée d'automne, froide et ensoleillée.
Jeunes ou vieux, riches ou pauvres, hommes ou femmes, ils ont tous quelque chose en commun. Ce sont des connaisseurs qui aiment la chasse et l'exercice. Si vous n'aimez pas les chevaux et si vous n'aimez pas la chasse, vous ne pouvez pas faire les deux. Les chiens qui vadrouillaient depuis 1 heure sans trop s'éloigner ont compris que le départ de la chasse est imminent et se rassemblent d'abord autour du maître d'équipage avant de suivre le piqueux. C'est parti. La meute se lance dans le bois pour attaquer. Maintenant, c'est le suspense. En effet, si le maître d'équipage choisit l'enceinte, ce sont les chiens qui font le choix de l'animal de chasse. Chiens expérimentés, les rapprocheurs sont créancés sur les mâles. Mais ils peuvent jeter aussi bien leur dévolu sur un jeune, par exemple un daguet, que sur un grand cerf. Du côté des suiveurs, c'est le temps des paris. Il faut deviner où va aller l'animal de chasse. Perchés sur leurs chevaux, des veneurs ont vu quelque chose pendant que les cyclistes prennent les devants. Ils ne verront pas le cerf de la journée. Ils ont fait le pied dans le tertre là. Ah oui. Voilà, j'ai vu ça. Donc de tertre au clocher quoi. Tertre au bœuf. Oui, le tertre au bœuf. Tertre au bœuf, c'est de l'autre côté de la route là. Oui, mais Au clocher. Bah, ça va s'en aller sur la route. il va tourner pour venir par la ragée et puis traverser là, le chêne bob et puis il va regagner les étangs comme d'habitude. Oh, il y a de fortes chances, oui. Bah, alors, Ancien braconnier, Yves Camisi connaît le gibier et les bois mieux que personne. D'ailleurs, en meneur d'homme averti, le maître d'équipage a choisi de s'en faire un allié et un ami en le chargeant de distribuer la venaison. Véritable ambassadeur des chasseurs, il est sur tous les terrains, connaît tout et tout le monde. De plus, il élève des sangliers. Mais le milieu des chasseurs, la convivialité, l'amitié, la bonne chair. Et puis toute l'année, ça nous permet de rencontrer des gens de ce milieu-là. Il n'y a pas de fermeture pour nous parce que ce n'est plus vital la chasse. C'est le plaisir de retrouver des amis pour passer une bonne journée. On chasse à court sur des milliers d'hectares et l'animal de chasse peut aller où il veut. Mais grâce à Yves, qui va me guider, j'espère voir et filmer le cerf pendant sa fuite devant les chiens. Le voilà, c'est un animal magnifique, un dicor. Quand on n'est pas à cheval, il faut souvent participer à plusieurs chasses pour apercevoir le cerf. Le voir passer est une émotion intense pour les spectateurs. On apprécie avant tout c'est la nature et on ne peut que vivre pleinement ces moments-là parce que c'est très beau tout simplement. Les chiens s'emballent là-bas. Ah bah oui. Ouais, mais c'est le vent. Ils vont trop loin, là. Il n'a pas été jusque-là. C'est le vent Ah, qui peut-être que si, il a peut-être été jusque-là quand même. Ah, bah non. Le maître d'équipage sonne le rappel et le piqueux rameute ses chiens qui crient en retrouvant la voie.
Il est face à nous, là. Les équipages de chasse à course s'appellent souvent saut du cerf. C'est ce qu'espèrent voir la plupart des funeurs et des suiveurs. Et vous allez assister à cette séquence exceptionnelle, le cerf saute la route. Jupiter est sur ses talons. Issu d'un croisement de loup, il est rapide et fin de nez, mais ne crie pas. Au contraire de Gorille, un limier expérimenté qui rallie toute la meute en empaumant la voix. Et c'est reparti. On peut suivre la chasse à pied, à vélo ou en voiture, mais les véritables membres de l'équipage sont des cavaliers, les boutons. On aime la chasse et quand le maître d'équipage pense que la personne est apte à suivre et à faire partie de l'équipage, très souvent, sont lors de dîners ou de réunions où on remet le bouton, c'est-à-dire le sigle de l'équipage, à la personne. Et cette personne, à partir de ce moment-là, peut porter la tenue de l'équipage. Vous êtes parti en même temps que la chasse ce matin? Oui. Et vous avez déjà vu le cerf? Non, non, pas encore. On est toujours derrière. Depuis le départ de la chasse, le cerf est allé en ligne droite, plein ouest. Il aurait déjà dû sauter le chemin. Maintenant, il ruse et les chiens sont en défaut, ils ont perdu sa voix. Oh, il a envie d'y aller. Donc il a réussi à donner le change. Oui. Faut le retrouver. Il faut d'abord retrouver Julon. Oui. Comme il ne dit rien. Si, là, quand elle a passé, elle a dit quelque chose. Oui. Alors, Ah oui, sinon, je donne pas de voix. il y en a plusieurs comme ça. Ouais. Il y a Jupiter, il y a Jupiter. Ah ben c'est ceux qui sont issus de loup, quoi. Ouais, Oui. Et ils sont... Ça ne l'est pas qui revient là sur la... Non, 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 c'est le jaune. Tu vas me foutre la paix, oui. Tiens, ça sonne, non? L'animal de chasse n'est pas seul dans la forêt. Il sait que sa meilleure chance de salut est de donner le change, c'est-à-dire de se réfugier dans une harde et de faire bondir un autre cerf devant les chiens. C'était presque réussi, mais malheureusement pour lui, Junon n'est jamais prise en défaut et elle retrouve la voie. Le cerf s'enfuit fatigué, mais quelques instants plus tard, il est aux abois, acculé par les chiens. C'est la Lali. Toute la meute arrive sur le cerf. Il est pris. C'est terminé. L'animal de chasse a été servi à la dague, selon l'usage. La chasse est finie, mais pas la journée. Il reste à rendre les honneurs à l'animal de chasse. Chacun remise sa monture pour se rendre à la cérémonie de la curée.
Ah mais si. Comme tout le grand gibier soumis au plan de chasse, le cerf a été bagué avant d'être transporté au rendez-vous pour être dépecé. La venaison est prélevée pour être distribuée aux riverains. Les os et les intérieurs reviennent aux chiens, c'est leur droit sur l'animal qu'ils ont forcé. La meute attend la curée et semble rendre hommage à Junon qui a relevé le défaut et permis de prendre ce magnifique animal. Tout le monde est satisfait. Une très belle journée de chasse avec un très bon cerf qui s'est très bien défendu et un équipage qui chasse de façon merveilleuse en respectant les animaux et donc c'est une journée pour moi excellente. Ce cerf c'est un jeune cerf qui un cerf du corps qui porte 5 andouillets d'un côté et 6 de l'autre. Et ce doit être un jeune cerf, je ne vais pas regarder exactement de très près, je pense que c'est un cerf de 4-5 ans maximum. Les trompes sonnent la curée. Le maître d'équipage donne l'ordre d'enlever la nappe, c'est-à-dire la peau du cerf, toujours solidaire du massacre. La curée est aussi pour les chiens l'occasion d'établir la hiérarchie nécessaire pour assurer l'ordre au chenil. Les sonneries de trompe ne donnent pas un concert, c'est plutôt un journal. En effet, les différentes fanfares vont raconter la journée de chasse en commençant par la description de l'animal, puis les circonstances et enfin l'hommage aux équipages. Jacques Bizard, le maître d'équipage, vit une passion exclusive pour la chasse à courre du cerf. Bon vivant et généreux, il est plutôt avare de confidences, mais avoue tout de même qu'il aimerait s'endormir le soir de la fermeture pour se réveiller le matin de l'ouverture. Nul doute que ses rêves sont peuplés de cerfs en fuite. Par son expérience de chef d'entreprise et de propriétaire forestier, il sait bien qu'il a plus de devoirs que de droits et assume en président à la régulation des biches, puisqu'on ne court que les mâles. Les chiens, on va les mettre à l'intérieur, là. Parce que là, la route nationale est quand même à protéger parce qu'elle est très dangereuse pour les chiens. On met tous les fusils, hein. Ça fait 25 fusils à peu près. D'accord. Et ça sera un quart seulement de la surface qui sera gardée par les chiens? Oh, à peine. À peine, un tout petit quart par rapport à l'enceinte qu'on doit faire. Donc les animaux ont des chances de pouvoir repartir? Oui, mais on les retrouvera après. Ils risquent de rentrer dans l'enceinte qu'on doit faire après. Donc ça va certainement tourner. Hein. Pour la saison 99-2000, les bracelets donnés aux chasseurs à tir montrent que les responsables cynégétiques veulent faire baisser la densité des grands animaux. 60 bracelets de biche pour 25 bracelets de faon. Il n'y a rien de plus triste qu'une campagne vide sans gibier. Comme les autres chasseurs, les veneurs veulent une bonne densité de grands animaux pour pratiquer leur sport. Mais la recherche de l'équilibre faune-flore est un travail permanent. Où serait le plaisir de chasser des cerfs affaiblis par le manque de nourriture? Et imaginer des troupeaux de biches un peu partout, un véritable cauchemar pour les agriculteurs et les forestiers.